messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le plaidoyer de Youssou N'Dour dans la lutte contre le paludisme. L'artiste-compositeur qui a pris part au panel organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates prône le renforcement de moyens dans la lutte contre la maladie. Pendant ce temps, la Ligue sénégalaise contre le tabac, indignée par l'adoption du décret portant application de la loi anti-tabac, la LISTAB demande le retrait dans les plus brefs délais. La journée mondiale de la santé mentale célébrée ce mardi 10 octobre au Sénégal. La situation des malades mentaux errants inquiète les associations qui plaident pour plus d'assistance et d'accès aux médicaments. Sur l'international, la guerre fait rage entre le Hamas et l'État d'Israël. Dans ce 20h, l'analyste spécialiste en relations internationales François Durper revient sur les raisons qui pourraient expliquer le revers de l'État hébreu, avec notamment la faillite de ses services de renseignement pointés du doigt. Et puis en sport, des anciennes gloires de l'athlétisme sénégalais honorées par l'association des anciens athlètes du Sénégal. Parmi elles, notre défunte consoeur Fatou Kinedem, élément à suivre dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La star planétaire de la musique sénégalaise Youssou N'Dour a partagé donc ce mardi son expérience dans la lutte contre le paludisme avec les milliers de personnes venues prendre part au panel organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre du Grand Challenge, un moment d'échange et de partage dans le but de renforcer donc la lutte face à cette maladie. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cet élément signé Mambiram Diouf avec les images de Harouna Fall et Yaya Diallo. La lutte contre les ravages du paludisme nécessite la mobilisation de tous. Pour l'avoir très tôt compris, il s'est engagé dans l'éradication de cette maladie, particulièrement en Afrique, un engagement sans faille qui se justifie. Quand un enfant est malaria, il ne va pas à l'école. Quand une personne majeure est malade, il ne va pas au travail. Après, je ne vais pas m'aventurer à dire des chiffres, mais je pense que dans l'économie en Afrique, c'est quelque chose qui est énorme, au-delà des vies d'abord qui sont beaucoup plus importantes. Ça m'a beaucoup parlé. Et en même temps, je me suis rendu compte que les concernés, les populations, je donne toujours un exemple, quand quelqu'un a la malaria, vous avez rendez-vous demain matin, il dit « Ok, est-ce qu'on peut le pousser à 14h parce que j'ai un peu de malaria, mais on va se voir dans l'après-midi. » Il ne sait même pas qu'il peut perdre la vie. Youssou N'Dour revient également sur les échanges qu'il a eus avec Bill Gates sur les performances du Sénégal dans la lutte contre le paludisme et invite les décideurs à impliquer davantage les artistes dans la stratégie de lutte. Hier, quand j'ai vu Bill Gates, on a discuté et il a dit qu'au Sénégal, nous étions, je ne vais pas citer le pourcentage des autres pays pour ne pas frustrer, mais on était à 70% sur cette lutte en avance. Et je lui ai dit, c'est une coalition qui a fait cela. Effectivement, le leadership de l'État, mais aussi les artistes. Et moi, j'avais trouvé avec mon équipe une petite idée. Et sur la chaîne numéro 1 ici, chaque fois, il y avait le journal télévisé à 20h. Et j'avais offert ma voix pour dire que, mesdames et messieurs, il est 20h. Est-ce que vous avez pensé à mettre les enfants sous les moustiquaires? Est-ce que vous avez fait? Et ça, les scientifiques doivent compter aussi sur les artistes pour amplifier tout cela. Et moi, je suis prêt parce que mon rôle aussi, c'est de rassembler les artistes africains. Nous sommes prêts, nous les artistes, la communauté artistique, à accompagner, à amplifier ce travail-là, à sensibiliser les populations. Le continent africain continue de payer un lourd tribut au plan planétaire. Les enfants couches la plus vulnérable, terriblement affectés, d'où la synergie d'action pour bouter le paludisme.
Puis je vous le disais dans les titres aussi, la LISTAB, Ligue sénégalaise contre le tabac, qui montre son indignation après l'adoption du décret portant application de la loi anti-tabac en cours. C'était le 4 octobre dernier. La LISTAB, qui précise ne rien connaître du contenu de cette loi, demande son retrait dans les plus brefs délais parce qu'elle fait la promotion du tabac. Culture et sensibilisation contre le cancer du sang. Coumba Gawlo Seck, désormais ambassadrice de la lutte contre la maladie à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sang. L'association Cancer du sang Sénégal a porté donc son choix sur l'artiste sénégalais, la diva de la musique sénégalaise, donc qui accepte ce titre d'ambassadrice, promet de jouer pleinement sa partition. Nos reporters ont assisté à la cérémonie d'intronisation du titre d'ambassadrice de la lutte contre le cancer. Ibou Diouf avec des images de Lamine Diagne. Pour le mois d'octobre en rose, le combat est placé sous le signe de la lutte contre le cancer. Les artistes s'engagent aux côtés des malades et des acteurs. La musicienne Coumba Gawlo Seck compte elle aussi jouer sa partition auprès de l'association Cancer du sang au Sénégal. Il est très... pour porter le plaidoyer, à mon avis, il n'y a pas plusieurs autres voies que mon nom, ma notoriété, mon expérience et mon expertise. Parce que comme vous le savez, et comme je l'ai dit tantôt, le message véhiculé pour faire le plaidoyer sur le cancer du sein, le cancer de la femme de manière générale. Je l'ai commencé il y a longtemps. Pour la musicienne, la prévention du cancer est un enjeu crucial pour notre société. En participant à ce combat, Coumba Gawlo Seck contribue à sensibiliser le public et à souligner l'importance de la prévention et du dépistage précoce. J'ai voulu leur témoigner ma solidarité, leur témoigner mon affection, leur témoigner surtout mon admiration parce que je suis réellement très admirative du travail qu'ils abattent tous ensemble pour rendre meilleure la vie des femmes. Et je compte aussi, à travers mon nom, ma notoriété, être aux côtés de l'association du cancer du sein au Sénégal, leur porte-étendard en Afrique et dans le monde. Au-delà des soins médicaux, ces acteurs ont compris que les personnes atteintes du cancer et leurs familles ont souvent besoin de programmes de soutien pratique et émotionnel tout au long de leur cheminement. Unir nos forces et nos voix ainsi que nos notoriétés pour sensibiliser les hommes que vous êtes à plus d'attention à l'endroit de la femme, mais de manière générale, plus précisément de la femme victime du cancer, de la maladie du cancer, que cela soit du sein ou de l'utérus ou autre. Et donc c'est de cette même manière-là, bien entendu, que je compte continuer ce plaidoyer-là. L'association Cancer du sang du Sénégal est une organisation de bienfaisance. Elle aide à alléger le fardeau visant à trouver et accéder à des services de soutien essentiels. La journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre au Sénégal. La situation des malades mentaux errants donc inquiète les associations. Elles plaident pour plus d'assistance et d'accès aux médicaments. Vous avez suivi donc l'élément dans le journal en Wolof avec Mamadou Ndiaye. Le contenu de la loi d'orientation sociale presque méconnue des personnes en situation de handicap pour qui la loi est élaborée, l'absence de vulgarisation de la loi pointée du doigt par des personnes handicapées qui évoquent des conséquences fâcheuses liées à cet état de fait. Pour lutter contre cette ignorance des textes, une cinquantaine de personnes donc handicapées ont été formées sur le contenu du texte de la loi d'orientation sociale pour permettre sa plus grande vulgarisation. Les détails dans cette correspondance signée Lamine Ba avec des images de Lamine Mandian. C'est un paradoxe que les personnes en situation de handicap n'arrivent pas à expliquer. La loi d'orientation sociale conçue pour favoriser leur inclusion reste encore méconnue par les destinataires, ce qui constitue un frein à l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Mamadou Diallo, président du collectif des personnes en situation de handicap de la commune de Ziguinchor. L'ignorance de ces lois fait que nous sommes toujours confinés dans d'autres coins, sans appui, sans aide. Et puis ce qui est grave encore, cette ignorance des droits. Les personnes interviennent au niveau des personnes handicapées comme des aides, comme le ko wolof di waxee ndeysaan
C'est pour lutter contre cette ignorance des textes sources de plusieurs mots que la direction régionale de l'action sociale a outillé une cinquantaine de personnes en situation de handicap. L'objectif est de leur faire jouer le rôle de relais auprès de leurs pairs pour améliorer la vulgarisation de la loi. C'est bien de voter une loi, mais si cette loi n'est pas bien comprise par les cibles, il y a problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cet atelier de 2 jours, les différents participants qui viennent des 3 départements seront renforcés en capacité par rapport à la loi d'orientation. Ces articles, ce que dit chaque article, une fois au retour sur place, eux-mêmes seront de relais auprès de leurs pairs. Les bénéficiaires de la formation estiment que les nouvelles acquisitions vont peser dans le combat pour l'application de la loi en elle-même. Nous pensons que le renforcement de capacité en ce qui concerne relatif aux droits des personnes handicapées doit être une action permanente et régulière. Et aujourd'hui, ce qui fait le charme de cette organisation, c'est que ça se passe au niveau de la gouvernance de Ziguinchor, lieu censé protéger les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous réjouissons fortement de cet atelier, parce que permettant de rappeler aux gens que nous avons donc des droits, bien que nous ayons des devoirs, mais nous avons aussi des droits. Et actuellement, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le respect et la mise en œuvre de nos droits à travers la société. Ziguinchor, comme d'autres régions, connaît un faible niveau d'application de la loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Parlons de toute autre chose à présent, avec ces Sénégalais face à l'inflation qui regrettent le peu de présence des associations consuméristes dans la lutte contre la vie chère, très marquée par la conjoncture économique. Ils veulent des solutions, comme vous allez le voir dans ce sujet, signé Cher Diop et Diafaraba. Par les dures conditions de vie, se sont abandonnés par les associations de consommateurs. Certains d'entre eux déclarent qu'ils ne voient plus l'importance de ces organisations. En principe, si vous voyez une association pour les consommateurs qui défend bien les intérêts des populations, il le case quelque part dans les institutions. Le gars, dans 2 mois, il ne va plus parler des consommateurs, mais il pense qu'à lui-même, quoi. Moi, je pense que ces associations doivent être purement et simplement dissoutes, parce qu'on ne sent pas l'impact et le rôle pour la baisse des coûts des denrées de première nécessité, en vérité. La réplique ne tarde pas du côté de Ascosen. Maman Ndaou donne des explications. Ils n'ont pas besoin de nous sentir, de nous voir. Ils ont besoin de sentir les résultats. Pas plus tard que cette rentrée scolaire, nous avons obtenu une baisse de 10% des frais de scolarité et c'est beaucoup d'argent. Nous travaillons pour avoir des résultats. Et donc, à chaque fois qu'on passe à la télévision, c'est sur la demande des télés elles-mêmes. Donc, nous ne faisons pas de promotion individuelle. Ce que nous faisons, nous travaillons vraiment pour obtenir des résultats pour les consommateurs. Les factures, les denrées alimentaires, entre autres, tout est cher au Sénégal. Le manque d'emploi des jeunes aussi une réalité. Presque tous les secteurs sont dans des difficultés. Ces Sénégalais crient au secours. Beaucoup de Sénégalais peinent même à joindre les 3 repas habituels que l'on avait l'habitude de consommer dans nos familles. On parvient à les joindre difficilement. Et de ce point de vue, ce qui est contradictoire, c'est qu'il y a eu des taxes, des renonciations de l'État par rapport à ces denrées de première nécessité. Je pense que c'était depuis 2020, mais jusqu'à présent, le panier de la ménagère ne ressent pas le coût de la baisse de ces denrées de première nécessité. Les gouvernements en général, ils sont là pour les populations. Mais ils ne se soucient même pas des populations. Il ne faut qu'empocher leur propre intérêt et puis ils ne pensent pas aux autres, quoi. C'est pour cela que la vie est excessivement chère à cause de ces gouvernants qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Les Gorgorlous n'en peuvent plus. Certains ont initié même des pétitions pour dénoncer la cherté de la vie. Puis la journaliste Oumindour a lancé une pétition pour dire non à la hausse abusive des factures d'électricité. Une initiative qui a dépassé ses attentes car elle a collecté plus de 20 000 signatures, soit plus du double de son objectif. Elle va déposer donc cette pétition ce jeudi à la direction générale de la société d'électricité Oumindour, qui était l'invité d'Info Matin, que je vous propose d'écouter. Ce matin, nous avons dépassé la barre des 21 000 signatures et c'est une grande joie qui nous anime pour la bonne et simple raison que nous avons doublé l'objectif initial qui était de 10 000 signatures. Donc ça donne
un petit aperçu sur l'ampleur du mécontentement des populations par rapport à la facturation abusive de la Sénélec. Et je répète, abusive, parce que c'est des factures qu'on n'arrive pas à nous expliquer. La suite, c'est de déposer ces signatures à la direction générale de la Sénélec. Ils m'ont donné rendez-vous le jeudi à 11h. Donc, c'est le conseiller du DG, Aziz Fall, qui m'a donné rendez-vous. Donc, j'irai avec 4 autres personnes. Donc, on sera 5. Il faut que les Sénégalais sachent que c'est pas une manifestation. Donc, c'est pas la peine de venir parce que c'est une audience. Et puis, comme on n'a pas l'autorisation de manifester, ce serait l'occasion saisie par les gens pour nous interdire de nous réunir. Donc, on ira à 5 déposer cette pétition et puis on déposera une copie et une demande d'audience à la médiature de la République. Quand on a un contentieux avec la Sénélec, il est impossible d'en sortir gagnant pour la bonne et simple raison que si on ne paye pas la facture, l'électricité à la maison est coupée. Donc les gens sont obligés de payer parfois le couteau sous la gorge et les dernières factures sont innommables. Ils ne peuvent pas nous expliquer que le fait que la subvention de l'État aux alentours de 40% qui a sauté puisse expliquer qu'une facture connaisse une hausse de 300%, de 400%. C'est impossible. Donc aujourd'hui, il faut que la Sénélec bouge et je pense qu'elle va bouger parce que là, les Sénégalais sont vraiment fatigués. Nous allons à présent à Pékés, c'est dans le département de Tivaouane. La campagne agricole s'annonce mal, créant l'inquiétude chez les cultivateurs d'arachides. Pour eux, la quantité de semences reçues est insuffisante, très en deçà de leurs attentes. En tournée dans la zone, Arsounou Momel invite l'État du Sénégal donc à fixer le prix du kilogramme d'arachide à 700 francs et à ouvrir les frontières. Reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Dans la commune de Pékés, la campagne agricole risque d'être catastrophique. Les paysans disent avoir reçu une faible quantité de semences. Non seulement la quantité de semences reçues est insuffisante, très en deçà de nos attentes, mais la qualité laisse à désirer. On m'a remis que 3,5 kg alors que j'ai 38 carrés à exploiter. En tournée dans la zone, Bassirouba de Arsounou Momel invite l'État à donner carte blanche aux agriculteurs dans la commercialisation de l'arachide. Il faut que l'État nous donne la possibilité de vendre nos récoltes à notre guise. Nous avons décidé de proposer le kilogramme d'arachide à 700 francs. L'État doit ouvrir les frontières. Aussi, les cultivateurs déplorent le manque de considération affiché à leur endroit de la part d'Aly Ngouille Ndiaye qui a choisi de jeter l'éponge à la veille de la campagne agricole pour des raisons politiques. Le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a préféré tourner le dos juste à la veille de la campagne. À l'heure actuelle, les techniciens présents sur le terrain se trouvent dans l'incapacité de faire des estimations par rapport au rendement attendu car ils se disent négligés. Les producteurs n'ont pas manqué de décrier la mauvaise qualité des semences cette année. Éducation à présent, le CEM Moustapha Ndiaye de Kaolack va mal. L'école, sous l'emprise des eaux pluviales et des arbres sauvages, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Face à cette situation, l'association des parents d'élèves donc a pris la décision de retenir les enfants à la maison car ils ne peuvent pas étudier dans ces conditions. Le constat dans ce reportage signé Ousmane Dem et Thierno Diallo. Première vue, on a l'impression d'être dans un champ risicole. Pourtant, nous sommes bien au sein d'un établissement scolaire, le CEM Moustapha Ndiaye. Voyez vous-même ce qui se passe autour de nous. Pour ce qui concerne les classes, on n'en parle même pas. Maintenant, il s'agit de comprendre si les autorités sont là pour nous, ou bien si c'est nous qui sommes là pour les autorités. Cette école n'existe que de nom. L'heure est plus que grave. Regardez cela. La situation le démontre carrément. Regardez autour de nous. À cela s'ajoute l'état très critique des bâtiments. L'état de délabrement de l'école là. Personne, mais tout le monde peut constater ça. Hein? Ici, on ne peut pas travailler. Il n'est pas question qu'on commence à travailler sans pour autant qu'on règle ce problème-là.
Parce qu'on n'en peut plus, chaque année c'est comme ça. Selon eux, cette situation est le résultat d'une absence d'anticipation. À chaque fois on interpelle l'État, mais personne ne réagit. S'il y a ici quelque chose, c'est grâce au soutien des bonnes volontés qui font ici des gestes. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui doivent faire ça. Nous avons toujours prôné à utiliser les vacances pour régler les problèmes de l'école. On ne peut pas attendre jusqu'à la rentrée pour pouvoir trouver des solutions. Les vacances, non seulement c'est pour le repos des élèves, mais c'est l'administration aussi pour prendre en charge certaines questions d'environnement et de salubrité des établissements. C'était une occasion pour le faire. Surtout avec les hivernages pluvieux qui reviennent, nous risquons de perdurer dans ces situations. De l'aide, cette école en a réellement besoin. Dans ces situations-là, comment peut-on faire Oubité Djangtei? C'est pas possible. Ça, ce sont des faux problèmes. C'est des faux problèmes, quoi. Le président Macky Sall, nous lay ñaan nga jappalé ñu défaral ñu suñu école ndax ñun élèves ak professeurs yi sonn nañ ci école. Les élèves du CEM Moustapha Ndiaye souhaitent étudier dans de bonnes conditions. Les encombrements de Dakar, c'est au tour du plateau Médina Fass Colobane Gueule Tapée, une opération qui sera mise en œuvre à partir de demain. Le sous-préfet de Dakar de préciser qu'aucun État ne sera toléré. Tous les services de l'État également seront mobilisés pour la réussite de ces opérations. Un sujet signé Modou Fall et Modou Diop. Dakar, une ville aérée, salubre et désengorgée, si l'opération prévue par les autorités se déroule bien. Un comité a été mis en place par le gouverneur de Dakar avec la collaboration du sous-préfet de Dakar Plateau et les maires des communes concernées pour assainir Dakar Centre. L'occupation anarchique des avenues, rues et ruelles impacte sérieusement la mobilité. Vous constatez qu'il est quasiment impossible de circuler à Dakar. Ceci pour trois raisons fondamentalement. Des véhicules qui sont occupés, qui occupent la rue toute la journée. D'autres véhicules qui sont garés, dont les propriétaires ne sont pas identifiés. D'autres services qui viennent laisser leurs véhicules pendant toute une journée et faisant ainsi que la circulation aujourd'hui pose problème dans le département de Dakar, particulièrement dans le plateau. C'est constatant ces désagréments, avec ce taux de mendicité, parfois devant les feux rouges, qui constitue un problème de sécurité publique, un problème de mobilité, un problème de sûreté et un problème de salubrité. C'est ainsi que le gouverneur de la région a convoqué une réunion donc, à l'issue de laquelle un comité est mis en place pour réfléchir sur la mobilité et la fluidité à Dakar. L'opération sera enclenchée demain matin sans sommation. Les propriétaires de véhicules, les tabliers et détenteurs de gros porteurs sont avertis. Leurs véhicules dans les lieux indiqués. Ceux qui ne vont pas déroger à cette règle verront leurs véhicules mis en fourrière avec des conditions de rétrocession très difficiles. Nous avons fait cette communication parce que souvent, on a tendance à dire qu'on n'était pas informé, que nous n'étions pas au courant. Nous comptons d'abord sur la sensibilisation des acteurs. Et ceci ne peut passer que par la presse. Qu'on puisse savoir que ces actions citoyennes, quel que soit l'effort que nous ferons, si nous ne réveillons pas à notre cadre de vie, sur notre cadre de vie, nous risquons d'être confrontés à des difficultés. Et ces difficultés, c'est nous qui les avons créées, donc nous sommes les seuls à pouvoir, n'est-ce pas, les régler. Le désencombrement sera élargi pour que la salubrité soit restaurée, mais également la sécurité des personnes. Présidentielle 2024, la communauté Lébou va œuvrer pour un meilleur choix des populations dans l'intérêt exclusif du pays. Elle a mis sur pied un mouvement citoyen dénommé Bok Bege Bege. Le dit mouvement dénonce l'expropriation dont les Lébous sont victimes, notamment sur le site de l'aéroport, et exige du prochain président de la République la restauration de leurs terres. La cérémonie de lancement donc a eu lieu en présence de tous les notables de la communauté. Écoutons Abdoulaye Samb, interrogé par Ibrahim Khan. Regrouper pour choisir ensemble un leader et ne pas faire quand même ce qui se faisait d'habitude, ne pas tomber sur un mauvais choix. Donc nous allons nous concerter pour choisir et dans les jours à venir, nous allons organiser un grand meeting pour investir ce leader-là. Tout ça c'est dans le but d'éviter les dérives passées. Il y a toujours au niveau de l'aéroport des types conscients privés
Je vous dis encore une fois de plus, l'expropriation, c'est dans le cas pour une cause d'utilité publique. Si l'État a besoin de votre terre pour en faire un projet public, il a le droit de le prendre. Mais si ce projet-là n'est pas réalisé ou bien n'est plus réalisé, ça doit être retourné à son ancien propriétaire. Ça c'est clair, ça c'est le droit. Il faudrait qu'on leur redonne leur droit, leur considération, la considération qu'il faut. Ça c'est le minimum. Parlons à présent de la guerre au Proche-Orient, le bilan des victimes qui s'alourdit des deux côtés entre Israël et le Hamas, la faillite des services de renseignement israéliens pointée du doigt. 4 raisons pourraient expliquer ce revers de l'État hébreu selon François Durper, professeur à l'université Cergy de Paris, spécialiste également en relations internationales, interrogé par Chérif Dia. Les services de sécurité israéliens sont réputés pour être parmi les meilleurs au monde. Il est donc très étonnant de constater la faillite de ces services de sécurité à prévoir quand le Hamas allait attaquer, à prévoir comment il allait le faire, le modus operandi, et également il a totalement sous-estimé l'envergure de l'attaque. Il y a 4 raisons qui expliquent cette faillite. La première, c'est paradoxalement la réputation de fiabilité. C'est précisément quand un système se pense invulnérable qu'il devient vulnérable. La deuxième raison, c'est la multiplication des fraudes. Et c'est une raison conjoncturelle. Les violences en Cisjordanie, une partie des troupes qui étaient dévolues à la surveillance de la frontière à Gaza étaient alors postées en Cisjordanie. Et puis les États-Unis n'ont pas su, cette fois-ci, prévoir, la capacité de renseignement américain a failli à prévoir l'attaque du Hamas. Derrière ces 3 raisons, il en est une plus profonde, c'est la crise politico-institutionnelle du régime Netanyahou, sa réforme de la justice qui a entraîné notamment les réservistes dans une grève dure et longue. Voilà les 4 raisons qui expliquent ce que certains désignent comme la faillite des services de sécurité israéliens, la plus importante depuis la guerre du Kippour. À suivre après Soir d'Info, on débat donc sur cette crise entre Israël et le Hamas. On débat donc dirigé par Chérif Diop. Justement, les derniers développements de ce conflit font état au moins d'un millier de morts au côté israélien, 570 du côté du Hamas, plus de 100 000 Palestiniens en situation d'urgence humanitaire. On voit cela avec Daniel Diouf. Ce lundi, Israël a annoncé un siège complet du territoire palestinien. Ils sont plus de 187 500 déplacés dans la bande de Gaza en attente d'aide humanitaire d'après les Nations Unies. Selon le ministre israélien de la Défense, le siège est justifié, même s'il plonge ce territoire de plus de 2 millions d'habitants dans une situation humanitaire très difficile. Benjamin Netanyahou a mis en garde contre une guerre longue et difficile et a appelé les habitants de certaines zones de Gaza à quitter le territoire. Le Premier ministre israélien qui a assuré à de hauts responsables que ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. Le bilan humain est déjà lourd. Au moins 1000 morts, 2600 blessés et 130 otages côté israélien, 570 morts côté palestinien. À l'international, des critiques sur le siège de Gaza se multiplient. Recep Tayyip Erdogan a mis Israël en garde. Le président turc, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Isaac Herzog d'Israël, a fait savoir que frapper collectivement et de manière indiscriminée les habitants de Gaza ne ferait qu'accroître les souffrances et renforcer la spirale de la violence dans la région. Ce mardi, pour sa première intervention sur la guerre, l'ayatollah Ali Khamenei d'Iran a salué l'opération menée contre Israël, mais nie au même moment toute implication de son pays dans la planification de cette opération. Le guide suprême iranien a affirmé que les frappes israéliennes contre la bande de Gaza ne resteront pas sans réponse. Antonio Guterres, patron des Nations Unies, lui, s'est dit profondément bouleversé par l'annonce du siège de Gaza, tout en reconnaissant les inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité et rappelle à Tel Aviv que les opérations militaires doivent être menées en accord avec le droit international humanitaire. Ce mardi, l'Union européenne qui s'est opposée au blocus de Gaza était en réunion extraordinaire des 27 ministres des Affaires étrangères pour faire le point sur la situation et évaluer l'impact de l'offensive du Hamas sur l'implication de l'Union européenne au Proche-Orient. Au même moment,
La Commission européenne annonce la suspension, le gel des paiements de toute aide au développement dont devaient bénéficier les Palestiniens. L'Allemagne s'oppose à cette suspension de l'aide humanitaire. La population palestinienne dépend pour ses besoins vitaux de cette aide, a déclaré la ministre des Affaires étrangères allemande. En Afrique du Sud, le gouvernement et le parti au pouvoir se tiennent aux côtés des Palestiniens tout en appelant à la fin des hostilités. Plusieurs pays cherchent à rapatrier leurs citoyens. C'est pour l'instant le cas du Népal, du Brésil, de la Grèce, de la Pologne ou encore de la France qui a enregistré 8 morts et 20 disparus selon un dernier bilan. Paris a déjà programmé un vol spécial pour rapatrier des Français dès jeudi. Ce mardi, le poste frontière de Rafah qui relie Gaza à l'Égypte a été fermé suite à des bombardements israéliens. Merci Daniel Diouf. Retenez que l'ambassadeur d'Israël sera tout à l'heure l'invité de Pape Abdoulaye Der dans la deuxième partie de Soir d'Info. Le sport à présent avec la Fédération sénégalaise de football qui a effectué une visite de chantier au stade Demba Diop en déplacement qui a permis au président de l'instance dirigeante du football sénégalais, Maître Augustin Senghor, de constater un retard dans la mise en œuvre, donc dans l'exécution des travaux. Après une réunion avec les maîtres d'œuvre, il annonce qu'une nouvelle planification sera de rigueur pour une fin rapide de ces travaux. Je vous propose de l'écouter. Nous avons pu voir que les travaux de démolition de la tribune principale ont été finis et que l'entreprise Cegimex s'est attaquée aux 2 virages où les bâtiments sont sortis de terre. Après, bien entendu, au cours de l'évaluation, nous avons pu constater qu'il y a un peu de retard par rapport au plan qui a été arrêté. Et nous avons tenu une réunion pour pouvoir justement voir les mesures pour pouvoir accélérer les travaux parce que nous savons qu'il y a une attente forte de la jeunesse dakaroise, des sportifs de Dakar pour cette réhabilitation et cette modernisation du stade Demba Diop. Et nous avons essayé aussi de tacler toutes les difficultés aujourd'hui qui empêchent l'avancement rapide. Et il a été retenu de revoir la planification pour rattraper le temps perdu, mais aussi faire les démarches nécessaires auprès des autorités parce que certaines emprises du stade sont occupées par des cantines. La fédération s'est engagée à faire en sorte qu'aucun décompte ne soit en retard pour que nous puissions franchir les autres étapes parce qu'il est important que cette partie qui concerne le gros œuvre puisse être finie rapidement. Et la décision importante qu'on a prise, c'est que ces visites vont se répéter tous les mois. En tout cas, personnellement, chaque fois que je serai au Sénégal, tous les mois, je serai là pour de visu voir l'avancée des travaux. Association des anciens athlètes du Sénégal ont honoré quelques anciennes gloires à l'image de Fatou Kinedem, la défunte journaliste et présentatrice à la TFM, ainsi que Kamadou Gakou, le détenteur du record du Sénégal de 400 mètres qui dure depuis 55 ans. Cheikh Diara et Youssou Baro ont assisté à la cérémonie. Un record qui dure depuis une cinquantaine d'années mérite tous les honneurs. L'Association des anciens athlètes du Sénégal ne s'y trompe pas en célébrant le détenteur Amadou Gakou, spécialiste du 400 mètres. C'est une grande fierté. Ma famille, des athlètes que j'ai entraînés, qui sont avec moi actuellement, sont venus assister à cette grande fête. Ainsi que tous les Sénégalais, j'aurais souhaité quand même qu'un jour ou l'autre, vers le lendemain, pour qu'un athlète puisse battre le record. Mais ça a duré. Ça prouve que je n'étais pas parti les mains mortes. Les meilleurs athlètes de l'année dans la catégorie U20 ont été fêtés aussi au cours de la cérémonie. Ils n'ont pas manqué d'afficher leurs ambitions pour le futur. J'ai réalisé des performances aux 400 mètres et aux 800 mètres aussi. À ce pays, ça représente beaucoup pour moi parce que déjà j'ai des objectifs à réaliser. Et c'est ici que je peux les réaliser. Le record que je mom la Gakou def inshallah ci carton yalla muy man ak sama morom yi nek Sénégal yépp doon ay athlète di ñaan yalla ñu record bobu non ñu battre parce que lool mo ñu war quoi. Une grande fierté pour la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui s'attend d'ici peu à un nouveau record du 400 mètres. Le record de Gakou qui est vieux de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont en train de le titiller.
au-delà des lauréats d'aujourd'hui, il y a aussi le jeune Cheikh Tidiane Diouf, les Frédéric Mendy et autres, les Falsar qui se trouvent à l'étranger. D'ici peut-être quelques années, une année ou deux, ce record-là, Inch'Allah, sera battu. L'Association des anciennes athlètes du Sénégal n'a pas manqué d'honorer Fatou Kiné Dème pour service rendu. La défunte journaliste présentatrice à TFM et ancienne sprinteuse était représentée par son fils. Puis pour terminer, les phases finales de l'ODCAV de Bounkiling ont vécu ce week-end. L'ASC Kansala en senior et l'ASC Team Timbo chez les cadets ont été sacrés. Les joueurs en ont profité pour réclamer la construction d'un stade départemental aux normes. On voit cela avec Bakary Conté. L'ASC Kansala a remporté ses phases départementales de l'ODCAV de Bounkiling en catégorie senior. En catégorie cadette, Tintimo de Nyamakuta est championne. Le stade était sans lumière et sans grille de protection. Effectivement, une commune, un stade municipal, ça doit être un programme d'urgence. Les stades départementaux également, une exigence même d'ailleurs. Vraiment, on souhaite qui fait que vraiment, parce que partout la jeunesse bouge. Elle veut vraiment un endroit pour s'épanouir. Parce que comme vous le remarquez, il y a de très grands talents qui sont nés en Casamance. Je peux commencer par Jules François Bokandé, Sadio Mané. Par la lutte aussi, il y a presque tous les grands sportifs sont de la zone. Donc il y a des possibilités de développer le sport à un niveau très supérieur. Frontalière à la Gambie, la zone souffre d'une exploitation abusive de la forêt. On a toujours l'habitude de dire ASC. Mais on peut ajouter un E pour l'environnement. D'abord, cette zone-là, c'est une zone qui souffre de boisement. On massacre la forêt vraiment dans cette zone. D'où on doit dire association sportive et culturelle, mais surtout de l'environnement. Il faudra que la jeunesse s'occupe de l'environnement et qu'elle s'occupe également de Ubitei Djangatei. Ça doit être une exigence pour la jeunesse. Le Kabada était très enclavé, mais l'État est en train de faire des efforts énormes, affirme Keba Savani Sissé, maire de Nyamakuta. Ce que le président Macky Sall a fait dans ce département, les 3 présidents passés n'ont pas fait la moitié, même le tiers. Le président a multiplié, disons, par 5 en termes d'adduction d'eau, par 5 les écoles, ou même plus. En termes d'électrification également, je soutiens entièrement son candidat en la personne de M. Amadouba. Les jeunes du Kabada demandent à l'État de poursuivre ses réalisations dans les villages les plus reculés de la zone. C'était le dernier élément de ce 20h. Tout de suite, soir d'info avec Pape Abdoulaye Der qui reçoit l'ambassadeur d'Israël à Dakar.